Il était 3h14 du matin lorsque Stéphane ouvrit la porte de sa maison, l'odeur du parfum bon marché à la vanille d'une autre femme encore imprégnée sur le col de son costume. À mesure qu'il avançait, il se croyait le maître de son propre univers, un homme capable de jongler avec une épouse dévouée, une carrière de haut niveau et une maîtresse secrète sans commettre la moindre erreur. Il se trompait. 10 minutes plus tard, il se tiendrait debout dans sa chambre principale, paralysé non par un cri ou un coup de feu, mais par une paire de boucles d'oreilles en diamant quartier et une lettre sur du papier couleur crème qui allait démanteler sa vie, mot après mot. Voici l'histoire de comment Stéphane a tout perdu au moment précis où il pensait tout avoir. La pluie à Annecy ne nettoyait pas les choses, elle les rendait simplement glissantes. Stéphane conduisait sa Mercedes classe S argentée sur les routes sinueuses de Verrier-du-Lac, les pneus crissant contre l'asphalte mouillé. L'horloge numérique du tableau de bord affichait 3h05. Il ressentait un épuisement familier mêlé d'adrénaline. C'était le type de fatigue spécifique qui provenait du fait de mener une double vie. Il venait de passer 4 heures dans un loft du Marais avec Manon, une graphiste de 24 ans qui riait trop fort et trouvait fascinantes les histoires de Stéphane sur les lois de zonage architectural. Manon était le chaos et la couleur. Elle était l'antithèse de sa vie de famille. Sa vie de famille, c'était Sandrine. Stéphane desserra sa cravate et se regarda dans le rétroviseur. Il frotta sa mâchoire, cherchant des traces de rouge à lèvres, de paillettes ou de culpabilité. Il ne trouva rien. Cela faisait 6 mois qu'il faisait cela, et la culpabilité s'était évaporée vers le 2e mois, remplacée par un sentiment complaisant de droit. Il subvenait aux besoins de Sandrine. Ne payait-il pas l'hypothèque de la vaste propriété au bord du lac? Ne finançait-il pas sa passion pour la restauration de voitures de collection? Il assistait au gala. Il était un bon mari. Il se disait à lui-même qu'il avait simplement besoin de décompresser. Il s'engagea dans la longue allée de gravier. La maison se dressait devant lui, une merveille architecturale moderne de verre et d'acier qu'il avait lui-même conçue. Elle était plongée dans l'obscurité, sauf l'éclairage du jardin qui projetait des ombres longues et dramatiques contre le bardage en cèdre. Stéphane coupa le moteur. Le silence de la banlieue huppée était dense. Normalement, c'était le moment où l'anxiété l'envahissait, la peur que Sandrine soit éveillée, l'attendant dans la cuisine avec un verre de vin et une interrogation dans le regard. Mais Sandrine avait le sommeil lourd. Elle prenait religieusement de la mélatonine à 22 heures. À cette heure-ci, elle serait déjà plongée dans le sommeil paradoxal, recroquevillée sur son côté gauche, les coûteux draps en coton égyptien remontés jusqu'au menton. Il sortit de la voiture en prenant soin de ne pas claquer la porte. Il marcha vers l'entrée principale, l'air humide refroidissant la chaleur de sa peau. Il composa le code 1014, leur anniversaire, et la serrure s'ouvrit avec un clic mécanique. Le vestibule était froid. Ce fut la première chose qu'il remarqua. Pas seulement la température ambiante, mais une quiétude qui semblait différente, presque sous pression. La maison sentait habituellement les fleurs fraîches et le léger bourdonnement chaleureux du chauffage au sol. Cette nuit-là, elle ne sentait rien. Elle sentait le vide. Stéphane retira ses chaussures et les posa silencieusement sur le paillasson. Il monta furtivement l'escalier flottant, ses chaussettes glissant sur le bois de noyer poli. Il arriva sur le palier et regarda vers la chambre principale. La porte était légèrement entr'ouverte. Il la poussa en retenant son souffle, se préparant à se glisser dans la salle de bain, effacer l'odeur du spray corporel à la vanille de Manon et se mettre au lit près de sa femme. « Sandrine » chuchota Théil au cas où. Pas de réponse. Il s'approcha du lit. Il était fait. Stéphane cligna des yeux, tendit la main et toucha l'édredon. Il était tendu, impeccable et complètement intact. Il fronça les sourcils et regarda de nouveau sa montre. Il était 3h18 du matin. Peut-être s'était-elle endormie dans la chambre d'amis? Peut-être était-elle malade? Il se tourna vers la salle de bain, elle était dans le noir. Il alluma la lumière. L'éclat soudain blessa ses yeux. Les comptoirs en marbre brillaient. La baignoire était sèche. La panique commença à se nouer dans son estomac, tel un serpent froid et glissant. Il retourna dans la chambre et alluma la lampe de chevet. C'est alors qu'il le vit. Sur le bois sombre de l'ancienne coiffeuse que Sandrine aimait tant, il y avait une petite boîte en velours. À côté, une seule feuille de papier pliée en deux. Stéphane s'approcha, sentant soudain ses jambes lourdes comme s'il marchait dans l'eau.
Il reconnut la boîte en velours. C'était le cadeau qu'il lui avait offert pour leur 10e anniversaire, il y a seulement 3 semaines. Une paire de boucles d'oreilles en diamant taille poire qui valait plus que toutes les dettes étudiantes de Manon. Il ouvrit la boîte. Les diamants brillaient agressivement sous la lumière de la lampe. Ils ressemblaient à des accusations. Il regarda le papier. C'était le papier à lettres personnelles de Sandrine, un papier épais avec son monogramme gravé en haut. Il le prit. Ses mains, d'habitude si fermes lorsqu'il dessinait des plans, tremblaient. Il lut la première ligne, « Stéphane, je suis au courant pour l'appartement du Marais ». Stéphane resta paralysé. Le monde ne s'arrêta pas, il se réduisit simplement à la taille d'une tête d'épingle. Le bourdonnement du réfrigérateur en bas, le vent dehors, les battements de son propre cœur, tout disparut. « Je suis au courant pour Manon », continuait la lettre. « Je sais que tu étais avec elle le jour de mon anniversaire quand tu as dit que tu étais en déplacement, et je sais que tu es avec elle ce soir. » Stéphane s'assit sur le tabouret de la coiffeuse. Le bois craqua. Il eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la gorge. Il relut la lettre. Ses yeux parcoururent les élégantes lettres cursives de l'écriture de Sandrine. C'était une écriture posée. Elle n'était pas en colère. Elle était précise. C'était l'écriture d'une femme qui avait rédigé ce texte des jours, peut-être des semaines auparavant. Tu as toujours pensé que j'étais passive, Stéphane. Tu as confondu ma satisfaction avec de l'ignorance, mais tu as oublié qu'avant d'être ta femme, j'étais auditrice financière. Je remarque quand les chiffres ne collent pas, je remarque quand le temps n'est pas justifié. Il se rappela Sandrine telle qu'il l'avait vue ce matin-là, buvant son café au lait et mangeant son croissant. Elle souriait distraitement pendant qu'il lui mentait au sujet d'une réunion tardive avec le conseil de zonage. Elle s'était penchée et avait ajusté le col de sa chemise. « Tu es très beau aujourd'hui, chérie », lui avait-elle dit. Épatelée. Alors elle savait. Elle savait et elle l'avait laissé franchir la porte. Il regarda de nouveau la lettre. « Je ne suis pas parti parce que j'étais triste, Stéphane. Je suis parti parce que j'avais fini. Tu te souviens du contrat de mariage que tu as insisté pour signer? Celui que les avocats de ton père ont rédigé avec tant de soin pour protéger les biens de la famille. » Stéphane grimaça. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Il avait été implacable à ce sujet. Protecteur, avait-il appelé ça. Clause 14, section B, disait la lettre, clause d'infidélité. S'il est prouvé avec des preuves substantielles, la séparation de biens prénuptial est annulée et la partie fautive perd sa part du domicile conjugal et la garde principale des actifs liquides conjoints. Stéphane rit. C'était un son sec et étouffé. Preuve substantielle, murmura-t-il à la chambre vide. Bonne chance. Il lut le paragraphe suivant. J'ai engagé un détective privé il y a 6 mois, Stéphane. Il s'appelle Monsieur Faure. Il a des photos, il a des reçus de cartes de crédit, il a le contrat de location que tu as signé pour cet appartement au nom de ton entreprise, ce qui, soit dit en passant, est techniquement de l'abus de biens sociaux, puisque tu as utilisé les fonds opérationnels de l'entreprise pour une aventure illicite personnelle. Le conseil d'administration n'appréciera pas cela. Le sang quitta le visage de Stéphane si vite qu'il se sentit étourdi. Il s'agrippa au bord de la coiffeuse. L'entreprise avait passé le loyer de l'appartement en honoraires de consultation. Il pensait que personne ne vérifiait ses livres de compte, à part lui et son directeur financier, Pascal. Pascal le sait, d'ailleurs, continuait la lettre comme si elle lisait dans ses pensées. Il était assez déçu, mais il a été d'une grande aide une fois que je lui ai montré les preuves de la façon dont tu exposais l'entreprise à des poursuites judiciaires. Stéphane se leva en renversant le tabouret. Non, Pascal ne ferait pas ça. Pascal était son meilleur ami. Ils avaient bâti l'entreprise ensemble. Il chercha à tâtons son téléphone dans sa poche, composa le numéro de Pascal. Messagerie directe. Il recomposa. Messagerie directe. Il regarda de nouveau la lettre. Il y avait un dernier paragraphe. Je suis parti dans un endroit que tu ne trouveras pas. Ne prends pas la peine de me chercher. Demain à 8 heures, l'entreprise de sécurité changera les serrures de la maison. Je l'ai déjà autorisé en tant que titulaire principal de l'acte de propriété. Vérifie les documents de la fiducie. Il est possible que tu n'aies pas vu l'avenant que nous avons signé l'année dernière pour des raisons fiscales.
Mon avocat, Nicolas, te contactera. Nicolas. Ce nom frappa Stéphane plus fort que les menaces financières. Nicolas était le requin du droit du divorce d'Annecy. Il était connu pour laisser les maris vivre dans des studios et manger de la baguette rassis avec du camembert bon marché. Mais pire encore, Nicolas était l'ex-copain de Sandrine à l'université, celui dont Stéphane avait toujours été jaloux. PS. La note se terminait ainsi, j'ai laissé les boucles d'oreilles. Je ne porte pas de bijoux achetés avec de la culpabilité. Il me donne des éruptions cutanées. Stéphane resta à fixer les diamants qui brillaient innocemment. Il jeta la boîte de la table, elle heurta le mur avec un bruit sourd et les boucles d'oreilles s'éparpillèrent sur le tapis luxueux. Il courut vers le dressing, ouvrit les portes d'un coup sec. Il était vide, pas seulement sans vêtements. Les cintres avaient disparu, les rangements à chaussures étaient vides. Ce n'était pas un emballage frénétique, c'était une extraction chirurgicale. Elle n'avait pas seulement emporté ses vêtements, elle avait emporté la vie de la pièce. Les flacons de parfum avaient disparu de la commode. Les photos d'eux au Cap Ferret avaient disparu des murs, laissant derrière elles de pâles fantômes rectangulaires sur la peinture. Il dévala les escaliers vers le bureau. Il devait vérifier le coffre-fort. Il tourna le cadran. Gauche, droite, gauche. La lourde porte s'ouvrit. La réserve d'espèces, 50 000 € qu'il gardait pour les urgences, avait disparu. Les passeports avaient disparu, l'acte de propriété de la maison de campagne avait disparu. À la place, il y avait une seule photo Polaroid. Stéphane la prit. C'était une photo granuleuse avec un fort zoom prise à travers une fenêtre. Elle montrait Stéphane dans l'appartement du Marais, torse nu, tenant un verre de vin, riant avec Manon. Stéphane laissa tomber la photo. Il sentit la bile lui monter à la gorge. Il courut aux toilettes d'invités et eut des hauts-le-cœur au-dessus de la cuvette. Il n'avait pas seulement été pris, il avait été piraté. Le soleil commençait à se lever sur le lac d'Annecy, projetant une lumière grise, cruelle et belle, dans le salon. Stéphane n'avait pas dormi. Il était assis sur le sol du salon, entouré de silence. Il avait passé les 3 dernières heures à vérifier frénétiquement ses comptes en ligne. Compte joint BNP Paribas, 0. Compte épargne, 100 €. Elle lui avait laissé exactement le montant du paiement de l'hypothèque qui arrivait à échéance le lendemain. Un dernier geste ironique. Portefeuille d'investissement gelé. Action en attente de révision juridique. Il essaya de se connecter à son email professionnel. Accès refusé. Contacter l'administrateur. Il se sentait comme un homme qui s'était réveillé pour découvrir qu'on lui avait amputé les membres pendant son sommeil. À cette heure, son téléphone vibra. Ce n'était pas Sandrine, c'était Manon. Salut chérie. Quelle soirée amusante. Mais tu as oublié ta montre ici. La Rolex, tu veux passer la prendre pour le déjeuner? Stéphane fixa le message. Manon, le catalyseur. Soudain, penser à elle, à son rire, à son parfum de vanille, à son appartement chaotique, lui donna la nausée. Elle était l'encre qu'il avait entraînée au fond de l'océan et elle ne savait même pas encore qu'il se noyait. Tais-toi, chuchota Théil au téléphone. Il avait besoin de réfléchir. Il était Stéphane. C'était un homme qui résolvait les problèmes. Il construisait des gratte-ciel. Il n'allait pas se laisser vaincre par une femme au foyer et un avocat. Il se leva dans un craquement d'articulation. Il devait la trouver. S'il pouvait lui parler, il pourrait retourner la situation. Sandrine l'aimait. Elle était blessée. C'était tout. C'était un caprice très coûteux et juridiquement complexe. S'il pouvait se tenir devant elle, utiliser son charme, lui rappeler les 10 années passées ensemble, il pourrait arranger ça. Mais où était-elle? Dans un endroit que tu ne trouveras pas, avait-elle écrit. Stéphane alla au garage. Il regarda l'emplacement où se trouvait habituellement sa Citroën DS de collection. Il était vide. Mais attendez. La Citroën DS avait un traceur. Il l'avait installé 3 ans auparavant quand on avait tenté de voler la voiture. Il ne l'avait jamais dit à Sandrine car il ne voulait pas qu'elle s'inquiète des cambriolages. Il ouvrit l'application de traçage sur son téléphone. Ses doigts tapèrent maladroitement le mot de passe, localisant le véhicule. La roue tournante se moquait de lui.
Véhicule trouvé. Le cœur de Stéphane fit un bond. La carte s'agrandit. Ce n'était pas à Annecy. Ce n'était pas à Lyon. Le point rouge clignotait constamment à Genève, en Suisse, au Fairmont Grand Hôtel Geneva. Elle avait passé la frontière. Stéphane prit les clés. À ce moment-là, il se fichait de l'entreprise, il se fichait de Pascal et de l'email bloqué. Il devait aller à Genève. Il courut vers sa Mercedes, mit la clé dans le contact. Le moteur rugit au démarrage. Il sortit en marche arrière du garage dans un crissement de pneus. Il allait la récupérer, ou au minimum, il allait l'empêcher de le détruire. Lorsqu'il arriva au bout de l'allée, un SUV noir bloqua la sortie. Stéphane écrasa le frein. « Bouge !» hurla-t-il en klaxonnant. La porte conducteur du tout-terrain s'ouvrit. Un homme sortit. Il était grand et portait un costume gris foncé qui coûtait plus cher que la voiture de Stéphane. Il avait les cheveux argentés et un visage taillé dans le granit. C'était Nicolas, et il n'était pas seul. Du côté passager sortit une femme. Elle portait un trench coat et des lunettes de soleil malgré le ciel nuageux. Ce n'était pas Sandrine, c'était Manon. Le cerveau de Stéphane entra en court-circuit. Quoi? Il respira. Manon contourna l'avant du SUV. Elle ne souriait pas, elle semblait professionnelle, froide. Nicolas s'approcha de la vitre conducteur de Stéphane et frappa au carreau. Stéphane la baissa, l'esprit à 1000 à l'heure. Pousse-toi, Nicolas. Et pourquoi elle est avec toi? Nicolas sourit. Ce n'était pas un sourire agréable, c'était le sourire d'un prédateur regardant une gazelle blessée. Bonjour, Stéphane, dit Nicolas d'une voix douce comme le velours. Tu connais déjà ma nièce Manon, n'est-ce pas? Stéphane regarda de Nicolas à Manon. Nièce? Manon retira ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient durs. C'était un boulot, Stéphane, dit-elle d'une voix dépourvue du ton joyeux qu'elle utilisait dans la chambre à coucher. Tante Sandrine paie très bien. Stéphane sentit le monde s'incliner sur son axe. L'aventure, la rencontre fortuite dans le café 6 mois plus tôt, la façon dont Manon l'avait poursuivi. Tu m'as tendu un piège, chuchota Stéphane. Nous t'avons donné une corde, corrigea Nicolas. C'est toi qui as fait le nœud coulant et qui as sauté. Nicolas se pencha vers lui, appuyant ses mains sur le cadre de la portière de la Mercedes. Maintenant éteins la voiture, Stéphane. Nous avons beaucoup de paperasse à revoir et cette voiture n'est plus la tienne. Elle est louée au nom de l'entreprise, tu te souviens? Et à 6 heures ce matin, le conseil d'administration a voté la résiliation de ton contrat pour faute grave et abus de biens sociaux. Nicolas leva un jeu de clés. Je suis ici pour récupérer le véhicule de l'entreprise. Stéphane resta assis là, le moteur tournant et le chauffage à fond, tandis que la réalité glaciale s'imposait enfin. Non seulement on lui avait fait échec et mat, mais il avait joué une partie dont il ignorait même l'existence. Pour comprendre l'ampleur de la chute de Stéphane, il faut comprendre le silence de Sandrine. Pendant 6 mois, Stéphane a cru que sa femme était simplement un élément fixe dans sa vie, un mannequin joliment vêtu qui gérait le personnel de maison et assistait à des déjeuners caritatifs. Il ne savait pas que le mannequin l'observait avec les yeux d'un auditeur forensique. Tout avait commencé un mardi de novembre. Un simple relevé de carte de crédit. Stéphane était d'habitude prudent, mais l'arrogance engendre la négligence. Il avait utilisé la carte American Express conjointe pour un dîner à la Tour d'Argent, un repas à 600 €. Sandrine avait regardé le relevé. Elle se souvenait que ce soir-là, Stéphane lui avait dit qu'il commandait des plats à emporter au bureau pendant qu'il finissait les plans du campus technologique. La plupart des épouses auraient crié. La plupart des épouses auraient attendu qu'il rentre à la maison et lui auraient jeté le relevé au visage. Sandrine ne fit ni l'un ni l'autre. Elle alla dans son bureau privé, ouvrit un nouveau carnet et nota la date et la divergence. Elle ne pleura pas. Elle sentit une clarté froide et aiguë comme de l'eau glacée dans ses veines. 2 jours plus tard, elle appela Nicolas. Ils se réunirent dans un petit restaurant anodin près d'Annecy, à 40 minutes de leur cercle social. Nicolas n'avait pas beaucoup changé depuis l'université. Il était toujours vif, toujours cynique, mais avec des costumes coûteux et une réputation qui terrifiait les hommes adultes. « J'ai besoin de divorcer, Nicolas, dit-elle, coupant court avec précision.
Mais pas un divorce normal, je veux une démolition. Nicolas écouta pendant qu'elle exposait les faits. Les soirées tardives, l'odeur de parfum à la vanille, la distance émotionnelle. Si on dépose la demande maintenant, prévint Nicolas, il aura l'avantage. Les actifs sont mêlés. L'entreprise est protégée par la fiducie. Il te donnera un accord clair, mais il gardera la vie qu'il a construite. C'est ce que tu veux? Non, dit Sandrine à voix basse. J'ai construit cette vie. Nicolas, il a juste mis son nom sur la porte. Je veux qu'il ressente ce que c'est d'être un invité dans sa propre existence. C'est alors que Nicolas proposa le piège. J'ai une nièce, dit Nicolas. Manon est une actrice qui lutte pour s'en sortir à Paris. Elle est intelligente, elle est fauchée et elle déteste les narcissiques. On peut la placer là-bas, pas pour le séduire. On ne le piégera pas légalement, mais pour qu'elle soit disponible. Si Stéphane la cherche, elle sera là. S'il mord à l'hameçon, on documente tout. Chaque message, chaque reçu, chaque mensonge. Sandrine hésita une seule seconde. Fais-le. Au cours des 6 mois suivants, Sandrine donna la performance de sa vie. Quand Stéphane rentrait à la maison sentant l'odeur de Manon, Sandrine l'embrassait sur la joue, lui demandait comment s'était passée sa journée. Quand il lui acheta des boucles d'oreilles en diamant pour soulager sa culpabilité, elle les porta à l'opéra et lui tint la main. Tout cela en calculant mentalement leur valeur de revente. Elle le vit se transformer. Il devint arrogant. Il commença à déplacer de l'argent négligemment des comptes de l'entreprise pour payer le loyer de l'appartement de Manon. Sandrine voyait tout. Elle avait accès à ses mots de passe. Il utilisait la même variation de sa date de naissance pour tout. Elle téléchargea les livres de compte, transféra les emails à Nicolas. Elle s'assit avec Pascal, l'associé de Stéphane, pour prendre un café. Je m'inquiète pour lui, Pascal, lui dit-elle en feignant l'inquiétude. Il semble erratique. Il dépense l'argent de l'entreprise pour des luxes personnels. Pascal, un homme qui aimait les résultats financiers plus que l'amitié, regarda les feuilles de calcul que Sandrine glissa sur la table. Il devint pâle. Il facture le loyer de sa maîtresse comme honoraire de consultation? Je le crains, oui. Sandrine soupira. Je ne veux pas le ruiner, Pascal. Mais tu as une obligation fiduciaire envers le conseil. Si le fisc le découvre. Elle laissa la phrase en suspens. Elle vit Pascal se retourner contre Stéphane en temps réel. C'était magistral. Elle ne divorçait pas seulement de son mari, elle isolait une cible. La nuit où elle partit, elle ne ressentit aucune tristesse. Elle parcourut la maison en touchant les meubles qu'elle avait elle-même choisis, les œuvres d'art qu'elle avait sélectionnées. Elle se sentait comme un fantôme hantant sa propre vie. Elle laissa la lettre sur la coiffeuse, rangea les diamants dans la boîte, sortit sous la pluie, monta dans la voiture de location que Nicolas avait préparée après avoir déplacé la déesse des jours auparavant, et ne regarda pas en arrière. La femme qui s'éloignait n'était plus l'épouse de Stéphane, c'était son bourreau. De retour dans l'allée, la pluie avait cessé, mais le froid humide s'était installé dans les os de Stéphane. Il resta debout à côté de sa Mercedes, qui n'était plus la sienne. Nicolas tenait les clés en les balançant comme un pendule. Uber est généralement rapide dans ce quartier, dit Nicolas d'une voix trempée de fausse sympathie. Je t'offrirais bien de te déposer, mais Manon a une audition. Manon, la femme à qui Stéphane avait chuchoté des secrets, la femme à qui il avait confié ses insécurités, ne le regarda même pas. Elle vérifiait son maquillage dans le rétroviseur du SUV de Nicolas. Au revoir, Steph, dit-elle sèchement. Merci pour la Rolex. Elle m'a servi à payer ma carte de crédit. Ils partirent. Stéphane vit disparaître les feux arrière du tout-terrain, le laissant là debout dans son costume sur mesure, tremblant, avec son téléphone déchargé et son portefeuille plein de cartes de crédit refusées. Il dut marcher. Il marcha 3 kilomètres jusqu'à la station-service la plus proche. L'humiliation le brûlait plus que l'effort physique. Les voitures le dépassaient, peut-être des voisins, l'éclaboussant d'eau sale sur son pantalon. Finalement, il réussit à convaincre l'employé de la station-service de le laisser utiliser le téléphone fixe pour appeler un taxi. Il avait 40 € en liquide dans sa poche. Il indiqua au chauffeur de le conduire au bureau de son cabinet d'architecte au centre d'Annecy. Il avait besoin de parler à Pascal.
Il avait besoin d'expliquer qu'il s'agissait d'un malentendu, une vengeance personnelle qui s'était étendue au domaine professionnel. Il pouvait arranger ça. Il était le génie créatif. Pascal n'était que le type de la finance. Pascal avait besoin de lui. Le taxi le déposa devant l'immeuble de verre. Stéphane se dirigea vers les portes tournantes, la mâchoire serrée. Il passa son badge de sécurité sur le portique. Bip, bip. Accès refusé. Il le repassa. Lumière rouge. Monsieur ? Stéphane se retourna. C'était Pierre, le chef de la sécurité du bâtiment. Pierre travaillait là depuis 10 ans. Stéphane lui donnait une prime à Noël. Pierre, ce truc est cassé, dit Stéphane en essayant de forcer un sourire. Laisse-moi passer. Pierre regarda ses chaussures puis regarda de nouveau Stéphane. Il semblait peiné. Je ne peux pas faire ça, monsieur. J'ai une note. On vous a interdit l'accès au lieu. Interdit ? La voix de Stéphane monta d'une octave. Ce putain d'immeuble est à moi, Pierre. J'ai conçu le hall dans lequel nous sommes. Monsieur, s'il vous plaît, dit Pierre en faisant un pas en avant, la main près de sa ceinture. Ne faites pas de scène. Pascal vous a laissé un carton. Pierre fit un signe à la réception. La réceptionniste, une nouvelle fille que Stéphane connaissait à peine, lui tendit un carton. Stéphane la fixa. Il était léger. Il prit le carton et sortit s'asseoir sur la jardinière en béton au bord de la place. Il ouvrit le couvercle. À l'intérieur, il y avait une photo encadrée de lui et Sandrine avec le verre brisé, son certificat de licence d'architecture, une agrafeuse et une lettre. Il ouvrit la lettre. Elle venait du conseil d'administration. Cher monsieur, conformément à l'article 5 de l'accord de partenariat pour conduite immorale et malversation, vos parts ont été transférées dans une fiducie aveugle en attendant un audit forensique. Votre accès aux comptes, aux installations et à la propriété intellectuelle de l'entreprise est suspendu immédiatement. Nous avons notifié l'ordre des architectes de l'enquête en cours sur l'utilisation abusive des fonds des clients. Stéphane laissa tomber la lettre. Ce n'était pas juste l'aventure. Il s'attaquait à sa licence. Ils allaient s'assurer qu'ils ne construisent plus jamais, ne serait-ce qu'un abri de jardin dans ce pays. Pascal. Grogna Stéphane. Il sortit son téléphone qui avait 4% de batterie. Il composa le numéro privé de Pascal. Cette fois, Pascal répondit. Tu as beaucoup de culot d'appeler, dit Pascal. Sa voix était froide, dépourvue de la camaraderie qu'ils avaient partagée pendant 15 ans autour d'un whisky. Tu m'as poignardé dans le dos, hurla Stéphane, ignorant les passants qui le regardaient. Tu l'as écoutée ? Elle est folle, Pascal. Elle est vengeresse. Elle m'a montré les livres de comptes, Stéphane. Explosa Pascal. Tu as dépensé 40 000 € de l'argent de l'entreprise pour une location dans le Marais. Tu as facturé des dîners clients où il n'y avait que toi et cette fille. Tu as mis l'entreprise en danger. Je ne t'ai pas poignardé dans le dos. Tu t'es suicidé et tu as éclaboussé mon costume de sang. Je peux expliquer. Garde ça pour ta déposition. Pascal ajouta, ah, et Stéphane, Sandrine est passée hier récupérer ses effets personnels de ton bureau. Elle a aussi pris les trophées. Elle a dit que c'était elle qui t'avait encouragé à participer au concours, donc ils lui appartiennent. Adieu. La ligne coupa. Stéphane s'assit sur le ciment avec le tumulte de la ville bougeant autour de lui. C'était un homme qui se définissait par ce qu'il avait construit. Maintenant, il était assis parmi les décombres de sa propre vie. Mais alors, une étincelle de colère s'alluma dans sa poitrine. Un défi sombre et tordu. Il croyait l'avoir eu. Il croyait qu'il allait se rendre sans rien faire. Il regarda de nouveau l'application de traçage de son téléphone. La batterie était à 2%. Genève, Fairmont Grand Hôtel. Elle était là-bas, elle jubilait. Stéphane se leva. Il n'avait pas de voiture, pas d'accès à ses comptes bancaires, mais il avait les 5 000 € d'urgence cachés dans un livre creux dans l'ancienne maison de sa mère, une maison qu'il n'avait pas encore vendue et qui était vide en banlieue. Il allait prendre l'argent, louer une voiture, conduire jusqu'à Genève. Il n'allait pas la laisser gagner sans la regarder dans les yeux. Le trajet vers Genève dura 1 heure,
mais sembla une éternité. Stéphane conduisait une vieille Renault 4 de location qui sentait le tabac froid, la seule chose qu'il avait pu obtenir en payant cash dans un garage douteux. C'était un déclassement humiliant par rapport à la Mercedes, mais sa rage lui donnait des forces. Il passa la frontière avec un regard furieux au douanier, les jointures blanches sur le volant. Il arriva au Fairmont Grand Hotel à 20h. L'hôtel était l'incarnation du luxe, moderne, élégant, cher. C'était exactement le genre d'endroit que Sandrine choisirait. Il se dirigea vers la réception. Il avait l'air débraillé, le costume froissé, les yeux injectés de sang et le menton couvert d'une barbe naissante sombre. « Je viens voir ma femme », dit-il au concierge. Sandrine. Le concierge tapa sur l'ordinateur. « Désolé, monsieur, nous ne donnons pas d'informations sur les clients. » Stéphane frappa du plat de la main sur le comptoir en marbre. « Je sais qu'elle est ici. Sa voiture est dans votre parking. Je viens de la voir. » Le concierge ne broncha pas. « Sécurité », dit-il dans son oreillette. « Attendez », dit Stéphane en baissant la voix. Il sortit une liasse de billets, 500 €, et la glissa sur le comptoir. « Dites-moi juste le numéro de la chambre, s'il vous plaît. C'est une urgence. Elle a mes médicaments. » Le concierge regarda l'argent puis Stéphane. Il soupira. « Chambre 1024. Mais si vous causez des troubles, nous appellerons la police. » Stéphane n'attendit pas, il courut vers les ascenseurs. Deuxième étage. Le couloir était silencieux. Stéphane compta les numéros. 1020, 1022. Il s'arrêta devant la porte. Il pouvait entendre le faible son de la télévision à l'intérieur. Elle était là. Il ne frappa pas à la porte, il sortit la carte d'accès de rechange qu'il avait volée sur le chariot de ménage dans le couloir pendant que la femme de chambre était distraite. Une vieille ruse de ses jours universitaires. Il passa la carte. La lumière devint verte. Stéphane fit irruption dans la chambre. « Sandrine, tu crois que tu peux ?» Il s'arrêta net. La chambre était une suite avec vue sur le lac Léman. Elle était magnifique et elle était vide. Le lit était fait, le porte-bagages était vide, mais sur le bureau face à la porte, il y avait un ordinateur portable. Il était ouvert. L'écran brillait et à côté de l'ordinateur portable se trouvaient les clés de la Citroën DS. Stéphane marcha lentement vers le bureau. Sur l'écran, il y avait une fenêtre zoom active. « Bonjour, Stéphane », dit une voix depuis les haut-parleurs. Stéphane resta paralysé, il regarda l'écran. Sandrine était là, elle portait une robe en soie et tenait un verre de Chablis. Elle semblait tranquille, radieuse même. Mais l'arrière-plan. L'arrière-plan n'était pas la chambre d'hôtel. Derrière elle, à travers une fenêtre, Stéphane pouvait voir des palmiers, il pouvait entendre l'océan. « Où es-tu » chuchota Stéphane. « Je suis à l'endroit où tu avais promis de m'emmener pour notre 5e anniversaire, dit Sandrine en buvant une gorgée de vin. Mais tu étais trop occupé avec ce projet à Lyon. Tu te souviens de Bora Bora ? C'est magnifique à cette époque de l'année. Bora Bora. Stéphane regarda fixement la chambre qui l'entourait. Mais la voiture. Le traceur. J'ai engagé un chauffeur pour emmener la déesse à Genève, expliqua Sandrine comme si elle expliquait un simple problème mathématique à un enfant. Je savais que tu traçais la voiture, Stéphane. Je savais que tu viendrais en courant après la seule chose que tu croyais t'appartenir encore. Pourquoi ? Stéphane s'effondra sur la chaise du bureau. Pourquoi faire ça ? Pourquoi ces jeux ? Parce que je voulais que tu sois exactement là où tu es maintenant, dit Sandrine d'une voix dure. Je voulais que tu conduises dans une voiture de location bon marché, que tu passes la frontière et que tu entres dans une chambre d'hôtel juste pour te rendre compte que tu es complètement insignifiant. Insignifiant. Stéphane rit avec amertume. Je suis ton mari. Je t'ai faite. Tu ne m'as pas faite, Stéphane. Tu m'as consumé. Tu as pris mon temps, ma jeunesse et mon soutien et tu les as donnés en pâture à ton ego. Et quand tu t'es ennuyé, tu as essayé de me remplacer par une enfant. Elle se pencha vers la caméra. J'ai vidé les comptes joints, Stéphane, mais je n'ai pas volé l'argent. J'ai utilisé la procuration que tu as signée il y a 3 ans quand tu t'es fait opérer du dos.
Tu ne l'as jamais révoqué. J'ai liquidé nos actifs et je les ai transférés dans une fiducie offshore aux îles Caïmans. C'est intouchable. Tu le récupéreras peut-être dans quelques années après que les avocats auront pris leur part. Mais pour l'instant, tu n'as rien. Tu ne peux pas me laisser sans rien, supplia Stéphane, épuisé par la lutte. J'ai l'hypothèque. J'ai les dettes. En fait, Sandrine sourit. J'ai payé l'hypothèque de la maison. Elle est libre de dettes. Stéphane cligna des yeux. L'espoir s'alluma. Tu l'as fait? Oui. Et ensuite j'ai transféré le titre de propriété à une société holding appartenant à Nicolas. C'est son acompte pour le divorce. Tu es en train d'entrer par effraction chez autrui, Stéphane. Tu as 24 heures pour quitter la propriété avant que Nicolas ne t'expulse. Stéphane resta à regarder l'écran bouche bée. Elle avait donné sa maison, son chef-d'œuvre, à l'homme qu'il détestait le plus au monde. Adieu, Stéphane, dit Sandrine. Profite de la vue sur Genève. J'ai entendu dire qu'il pleuvait. L'écran devint noir. Stéphane s'assit dans la chambre vide de l'hôtel. Il regarda la clé de la déesse posée sur la table. Il était dans un pays étranger, sans travail, sans maison, sans femme et avec la certitude que durant les 6 derniers mois, il n'avait pas été le protagoniste, il avait été le dindon de la farce. Il s'approcha de la fenêtre et regarda les eaux sombres du lac. Il vit son reflet dans la vitre. Il semblait petit. Mais l'histoire n'était pas finie. Stéphane était un narcissique, et les narcissiques ne meurent pas en silence, ils brûlent tout sur leur passage. Il prit la clé de la Citroën DS. Il n'allait pas rentrer chez lui. Il allait chercher Nicolas. Le trajet vers le sud depuis Genève ne fut pas un voyage, ce fut une hémorragie. Stéphane dévala l'autoroute à 41 à 180 km/h, la Citroën DS rugissant sous lui. La voiture, un chef-d'œuvre d'ingénierie française vintage que Sandrine avait restauré avec son propre argent, vibrait violemment à cette vitesse et le volant tremblait dans ses mains comme s'il était un être vivant essayant de le sortir de là. Stéphane s'en fichait, il ne conduisait pas avec habileté, il conduisait avec arrogance. La pluie était revenue, transformant l'autoroute en un ruban d'obsidienne glissant. Chaque coup des essuie-glaces contre la vitre sonnait comme le marteau d'un juge. Coup, coup, coup. À l'intérieur de l'habitacle, l'air était chargé de l'odeur de vieux cuir et de la panique aigre de Stéphane. Il se parlait à lui-même, un monologue maniaque et décousu qui remplissait le silence. Il ne peut pas simplement la garder, murmurait-il les yeux grands ouverts et sans cligner, fixés sur l'obscurité devant lui. C'est une fiducie. C'est révocable. Je peux la révoquer. Je peux la révoquer, elle. Il repassait l'appel zoom dans son esprit encore et encore. Les palmiers, le vin blanc, le calme de sa voix. Insignifiant. C'était le mot qui avait brisé sa psyché. Il pouvait supporter qu'on le déteste, il pouvait supporter qu'on lui crie dessus. C'était un homme puissant. Les hommes puissants avaient des ennemis. Mais il ne pouvait pas supporter d'être insignifiant. Il ne pouvait pas supporter d'être une note de bas de page dans sa propre biographie. Au moment où il traversa le pont et vit les lumières de Verrier du lac briller contre les nuages bas, son plan, si on pouvait l'appeler ainsi, s'était calcifié en une impulsion destructrice singulière. Il n'allait pas à l'hôtel, il n'allait pas supplier. Il allait à la maison. Il savait qu'ils avaient changé les serrures. Il savait que Nicolas, ce vautour en costume 3 pièces, prétendait être le propriétaire. Mais Stéphane était l'architecte. Il avait dessiné les plans de cette maison sur une serviette il y a 10 ans. Il avait coulé les fondations. Il connaissait le souffle et les os de la maison. Un morceau de papier ne la transformait pas en propriété de Nicolas, elle était à lui. Il prit la sortie vers Verrier avec les pneus crissants en prenant le virage trop brusquement. Il passa à toute vitesse devant les hautées et les portails des milliardaires et tourna finalement dans sa propre allée sinueuse. La maison se dressait dans le brouillard, sombre et silencieuse. C'était une forteresse moderne de verre, d'acier et de cèdre située au bord du lac. Normalement, l'éclairage du jardin serait allumé, soulignant les érables japonais que Stéphane avait importés. Ce soir, elle était complètement dans le noir. Elle ressemblait à une tombe. Stéphane gara la déesse dans le jardin avant. Les pneus laissèrent de longues traces de boue sur la pelouse impeccable que Sandrine appréciait tant. Il coupa le moteur.
Le silence qui s'empara des lieux était assourdissant. Il sortit sous la pluie. Le vent froid lui fouettait le visage, mais il ne le sentait pas. Il resta à fixer la porte principale, une énorme porte pivotante en acajou. Il se tâta les poches. Il n'avait pas de clé, juste la télécommande de la déesse et un paquet de chewing-gum froissé. « Ouvre !» hurla-t-il à la façade obscure. Sa voix se brisa, âpre et pathétique contre le vent. « Nicolas, je sais que tu es là. » Pas de réponse. La maison le fixait, indifférente. Stéphane fit le tour en glissant sur l'herbe mouillée. Il se dirigea vers la véranda. Il appuya son visage contre la vitre. L'intérieur était complètement noir. Il essaya de faire coulisser la baie vitrée. Il se souvenait du loquet desserré. Il l'avait remarqué il y a 3 ans. Un petit défaut dans la fabrication du mécanisme. Il avait l'intention de le réparer, mais il y avait toujours une réunion, toujours un gala, toujours Manon. Il attrapa la poignée, souleva le lourd panneau de toutes ses forces et poussa. Il ne bougea pas. Sandrine l'avait réparé. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Elle avait réparé le loquet tout comme elle avait réparé les finances, en silence, avec efficacité, sans le lui dire. La rage, brûlante et aveuglante, inonda sa vision. Il baissa les yeux et vit une pierre décorative de rivière, une pierre grise lisse et lourde utilisée pour la bordure du jardin. Il la ramassa. Elle était lourde, froide et primitive. Il retourna à l'avant de la maison, il n'hésita pas. Il lança la pierre avec un rugissement guttural, la fracassant contre les 3 panneaux de verre trempés à côté de la porte principale. Crash. Le son fut explosif, brisant le silence de la banlieue. Les fragments de verre plurent sur l'entrée en ardoise, brillants comme les diamants qu'il avait achetés pour faire taire sa culpabilité. Stéphane passa la main par le trou irrégulier. Sa manche s'accrocha à un fragment, déchirant le tissu de son costume et lui coupant l'avant-bras. Il ne sentit pas la douleur. Il chercha à tâtons le bouton tournant du verrou intérieur. Il le tourna. Clic. Il poussa la porte et entra en titubant dans le vestibule. « Nicolas !» hurla-t-il. « Sors de là !» Il frappa le panneau mural, activant le système d'éclairage. La maison fut inondée de lumière. Stéphane cligna des yeux en se protégeant le visage. Quand sa vision s'ajusta, il eut le souffle coupé. La maison était dévastée. Le vestibule, normalement dominé par une énorme sculpture abstraite et un tapis persan, était vide. Les murs, qui étaient auparavant ornés d'œuvres d'art locales, étaient nus, montrant seulement les carrés sombres où les tableaux avaient été accrochés pendant une décennie. Le salon au-delà était un cimetière de draps blancs. Les quelques meubles qui restaient, le canapé et le piano à queue, étaient couverts de housses de protection, ressemblant à des fantômes informes. Ça sentait mauvais. L'arôme de lys et de cire d'abeille qui avait défini son foyer pendant 10 ans avait disparu, remplacé par l'odeur d'ammoniac, de carton et de quelque chose de plus fort. Du whisky. Tu entres par effraction, Stéphane ? La voix provenait d'en haut, calme, résonnante. Stéphane se retourna et ses chaussures mouillées crissèrent sur le parquet. Debout sur le palier de la mezzanine, appuyé nonchalamment contre la rambarde en verre, se tenait Nicolas. Il semblait agaçant d'aisance dans sa maison. Il portait une robe de chambre en soie bleu marine sur une chemise blanche et un pantalon, et tenait un verre en cristal avec un liquide ambré. Il regarda Stéphane, non avec peur, mais avec le léger agacement qu'on pourrait montrer à un chien boueux qui serait entré en courant dans la maison. Et il n'était pas seul. Des ombres du couloir derrière Nicolas sortit une femme. Elle était enveloppée dans une épaisse couverture en cachemire de couleur crème. Elle avait les cheveux relevés en un chignon désordonné et tenait une tasse de thé. C'était Manon, mais ce n'était pas la Manon que Stéphane connaissait. La Manon qu'il connaissait était joyeuse, avait de grands yeux et le regardait comme s'il était un dieu. Cette femme semblait fatiguée. Ses yeux étaient vifs, froids et complètement dépourvus d'affection. « Toi » chuchota Stéphane, les mots écorchant sa gorge. « Tu es dans ma maison, portant les vêtements de ma femme ?» Techniquement, dit Manon d'une voix sèche et dépourvue du ton de petite poupée qu'elle avait utilisé pendant 6 mois. C'est la couverture d'invité de Nicolas et la maison appartient à la fiducie de liquidation d'actifs. Donc tu es dans la maison de la fiducie. Stéphane se rua vers les escaliers.
Il monta 3 marches avant de s'arrêter, les jambes soudain lourdes comme du plomb. Il s'agrippa à la rambarde, les jointures blanches. « Je vais te tuer », chuchota Stéphane en tremblant. « Je vais vous tuer tous les deux. »« Je ne te le recommanderais pas, » dit Nicolas en buvant une lente gorgée de sa boisson. « L'alarme silencieuse s'est activée au moment où tu as brisé la vitre. » Stéphane, le temps moyen de réponse de la police est de 4 minutes. Il te reste environ 90 secondes. Qu'ils viennent. Cria Stéphane en pointant un doigt taché de son propre sang vers Nicolas. Je leur raconterai tout. Je leur raconterai le piège, la tromperie. Tu as engagé quelqu'un pour me séduire et pouvoir me voler mon entreprise. Manon ne broncha pas devant l'insulte. Elle but simplement une gorgée de son thé en le regardant par-dessus le bord de la tasse. Ce n'était pas une tromperie, Stéphane. La tromperie exige la coercition. Je t'ai forcé à me louer cet appartement? Je t'ai forcé à rater l'anniversaire de ta femme? Je t'ai forcé à me dire que tu m'aimais plus que tu ne l'as jamais aimé? Tu m'as menti. Hurla Stéphane. Tout était un mensonge. L'affection était un mensonge. Oui, admit Manon avec calme. Mais les données étaient très réelles. Tu as été négligent, Steph. Tu as laissé ton ordinateur portable ouvert. Tu as utilisé le même mot de passe pour ton téléphone et pour la porte de ton garage. Tu as rendu ça très facile. En fait, c'était ennuyeux. Stéphane sentit la pièce tourner. Ennuyeux. Il était le génie dynamique. Il était l'architecte de l'horizon. Il ne pouvait pas être ennuyeux. Tu crois que ça tiendra devant un tribunal? Stéphane regarda Nicolas, désespéré de trouver un point d'appui juridique. L'adultère n'annule pas un contrat de mariage de cette façon. Je te poursuivrai pour conspiration. Nicolas posa son verre sur la rambarde. Il regarda Stéphane avec une authentique pitié. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Dit Nicolas à voix basse. Tu crois que c'est à propos de l'aventure? Tu crois que Sandrine a détruit ta vie parce que tu l'as trompée? Qu'elle est une femme jalouse et vengeresse? Stéphane, arrête, ordonna Nicolas. L'autorité dans sa voix fit taire Stéphane. Sandrine ne t'a pas quitté parce que tu couchais avec Manon. Elle aurait pu le supporter. Elle t'a quitté parce que tu étais dangereux. Stéphane fronça les sourcils. Dangereux. Je suis architecte. Pas gangster. Il y a 3 mois, dit Nicolas, tu étais au lit avec Manon. Tu avais bu une bouteille de champagne. Tu te sentais expansif, vantard. Manon mit la main dans la poche de la robe qu'on lui avait prêtée et sortit un petit enregistreur numérique noir. Elle le leva. Tu te souviens de ce que tu m'as dit sur le projet de la tour à Lyon? Demanda Manon. Le sang de Stéphane se glaça. Le projet de Lyon, la variation de zonage, la restriction de hauteur qui avait menacé de faire capoter l'accord. Je ne sais pas de quoi tu parles. Appuie sur lecture, Manon, dit Nicolas. Manon pressa le bouton. L'audio était net. La voix de Stéphane remplit le hall caverneux et vide. On reconnaissait l'haleine chargée d'alcool, l'arrogance, la voix grave d'un homme essayant d'impressionner une femme plus jeune. Pascal est un lâche, bébé. Il s'inquiète des règles. Je lui ai dit que les règles sont pour les gens qui n'ont pas les moyens de les enfreindre. J'ai rencontré le commissaire à l'urbanisme sur le parking d'un resto minable près de la 43. Je lui ai remis un sac de sport avec 50 000 € en petites coupures. Bam. La variation a été approuvée le lendemain matin. C'est comme ça qu'on construit un héritage, Manon. On ne demande pas la permission. On l'achète. Clic. Le silence qui suivit fut absolu. Stéphane s'effondra contre la rambarde, glissa jusqu'à se retrouver assis sur les escaliers, la tête entre les mains. La coupure irrégulière de son bras tacha de sang la marche blanche immaculée. Tu m'as enregistré, chuchota Théil. Nous devions le faire, dit Nicolas en descendant lentement les escaliers et en s'arrêtant quelques marches au-dessus de Stéphane. Sandrine a trouvé le retrait dans le livre de compte de l'entreprise. 50 000 € marqués comme coût de matériel. Elle savait que tu n'achetais pas de matériaux en liquide. Elle soupçonnait qu'il s'agissait d'un pot de vin. Nicolas se pencha et baissa la voix jusqu'à en faire un murmure.
Tu sais ce que fait la brigade financière quand elle attrape un associé impliqué dans la corruption et l'abus de biens sociaux? Stéphane, ils saisissent tout. Pas seulement tes biens, les biens d'elle, la maison, son héritage, sa retraite, tout ce qui est entaché par ton argent sale. Stéphane leva les yeux, le regard rougi. Alors elle n'a pas lancé le divorce pour te punir, dit Nicolas. Elle l'a lancé pour séparer ses biens des tiens avant que l'accusation ne tombe. Elle avait besoin de preuves qu'elle n'était pas complice. Elle avait besoin de preuves qu'elle t'enquêtait, pas qu'elle t'aidait. Cet enregistrement est son accord d'immunité. Il prouve qu'elle était la lanceuse d'alerte. Stéphane fixa le sol. L'ampleur de la trahison et son génie l'écrasèrent. Elle ne l'avait pas seulement surpassé en intelligence dans le divorce, elle l'avait transformé en accusé criminel pour sauver son propre avenir financier. Où est? Il se recroquevilla. L'enregistrement? L'original est chez le procureur de la République, dit Manon. Il a été envoyé par courrier sécurisé hier matin. La copie est dans le cloud et une autre copie est avec Pascal. Pascal. Stéphane leva brusquement la tête. Pascal a accepté l'accord, Stéphane, dit doucement Nicolas. Il va témoigner contre toi. En échange d'une immunité totale et de la conservation des actifs légitimes de l'entreprise, il leur donne tout. Les doubles des livres, les emails, les dates des paiements. Tu es seul. Stéphane regarda autour de lui, la maison vide. Il regarda les ombres où pendaient autrefois ses œuvres d'art. Il regarda la femme pour qui il avait tout risqué, qui le regardait comme s'il était un spécimen dans un bocal. Il regarda l'homme qu'il avait détesté pendant 20 ans, qui était maintenant le maître de son domaine. C'était un homme qui construisait des gratte-ciel, des structures conçues pour résister aux tremblements de terre et aux tempêtes, mais il avait bâti sa propre vie sur des fondations de sable et la marée était finalement montée. Soudain, la pièce fut baignée d'une lumière bleue et rouge oscillante. Les sirènes sonnaient maintenant avec force, traversant la lourde porte principale. Les pneus crissaient sur le gravier à l'extérieur. Des portières claquèrent. Police. Nous avons sécurisé le périmètre. Cria une voix depuis l'extérieur. Stéphane ne bougea pas, il ne courut pas, il n'avait nulle part où fuir. Il ne pouvait pas accéder au compte des îles Caïmans que Sandrine avait mentionné. Il avait perdu son passeport et sa réputation était en ruine. Il regarda Nicolas une dernière fois. C'est ainsi. La voix de Stéphane se brisa. Il s'éclaircit la gorge, essayant de récupérer une dernière once de dignité. Est-ce qu'elle me déteste? Nicolas réfléchit à la question. Il regarda les vitres brisées au sol, la boue sur le tapis, la ruine d'un homme dans les escaliers. Je crois, dit Nicolas, qu'elle ne ressent plus rien du tout. Il y a longtemps que tu as cessé d'être son mari, Stéphane. Tu es devenu une charge. Et Sandrine? Sandrine est auditrice. Elle élimine les charges. Police. La porte principale s'ouvrit d'un coup de pied. 3 agents firent irruption dans le vestibule. Armes au poing, lampes aveuglantes. Les mains. Montrez-moi vos mains. Stéphane se leva lentement, lissa les revers de son costume ruiné, regarda les agents puis regarda de nouveau l'espace vide sur le mur où son portrait était accroché autrefois. Il leva les mains en l'air tandis que les agents se ruaient sur lui, le poussant contre le mur pour le menotter. Stéphane vit Manon se retourner et retourner dans les ombres du couloir. Nicolas but une gorgée de son whisky, observant l'arrestation avec l'intérêt dépassionné d'un homme qui regarde les informations du soir. L'acier froid des menottes se referma autour des poignets de Stéphane. Ce serait le seul bijou qu'il porterait pendant longtemps. Stéphane fut condamné à 6 ans de prison ferme pour corruption et abus de biens sociaux. Le scandale détruisit sa réputation. Pascal, son associé, témoigna contre lui en échange de l'immunité. Sandrine ne revint jamais à Annecy. Elle vendit les photos des vacances à Bora Bora à un tabloïd pour une somme modeste et donna l'argent à une association pour les femmes victimes d'abus financiers. Elle finit par s'installer dans le Luberon, où elle acheta un petit vignoble. Elle ne se remaria jamais. Elle apprit qu'elle n'avait pas besoin d'un partenaire pour se sentir complète, elle avait juste besoin de paix. Quant à la maison de Verrier-du-Lac, elle fut vendue à un milliardaire de la tech qui la fit raser. Il disait que le feng shui était mauvais. Il disait qu'il sentait que la maison avait une mauvaise énergie.
Stéphane est assis aujourd'hui dans une cellule, racontant aux autres détenus des histoires sur les gratte-ciels qu'il construisait et l'empire qu'il dirigeait. La plupart l'ignorent. Ils savent la vérité. Il n'est plus architecte. C'est juste un homme qui tenait un diamant dans la main et l'a échangé contre un morceau de verre, juste pour se trancher la gorge avec les éclats. La tragédie de Stéphane n'est pas qu'il soit tombé, c'est qu'il est tombé d'une hauteur où il ne méritait jamais d'être. Et c'est l'histoire de Stéphane et Sandrine. C'est un rappel brutal que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Parfois, c'est juste du gazon artificiel qui couvre une trappe. Sandrine a joué sur le long terme, non par malice, mais par survie. Elle a transformé sa douleur en stratégie et est partie non seulement avec sa liberté, mais avec sa dignité intacte.